Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci pour votre présence. Merci à Michel et à tous les organisateurs, François, Jean-François, les élus URPS. Donc moi je me présente, je suis le docteur Philippe Bernard, je suis médecin anesthésiste libéral et actuelle présidente de l'URPS Médecins. Et l'URPS Médecins est donc le lieu où vous êtes aujourd'hui. Et URPS, je sais qu'il ne faut pas parler en acronyme, donc c'est l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous sommes, en tant qu'élus de cette institution, la représentation officielle et institutionnelle des libéraux auprès des instances que sont la CEPAM, l'ARS et les pouvoirs politiques. Donc, nous portons votre voix et pour nous, il est très important d'avoir des échanges réguliers avec vous et de faire des formations et de vous accompagner. Et c'est aussi la raison de cette réunion ce soir. Donc, en gros, nous sommes 60 élus. Nous sommes élus sur des listes syndicales. Mais une fois élus, nous n'avons pas un travail syndical. Nous avons un travail d'accompagnement et de compagnonnage. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'on a voulu ici. Nous représentons bien sûr les 12 départements et les 14 médecins libéraux, aussi bien spécialistes que généralistes. Nous sommes répartis donc en 2 collèges équivalents, 30 médecins élus pour les généralistes et 30 médecins élus pour les spécialistes. Nos missions... Quelqu'un passe les diapos ou pas? Bon. Nos missions, je vais aller très vite, je ne vais pas vous... Voilà. Nos missions, donc, comme je vous l'ai dit, c'est représenter les 14 000 médecins, mais c'est aussi participer à l'organisation des soins sur le territoire. Donc, on a une statisticienne qui nous permet de faire des analyses des besoins. On peut également participer, et nous avons participé par le passé, aux exercices coordonnés en aidant la promotion des CPTS. Et aujourd'hui, nous sommes à fond sur les ESS qui sont, comme vous le savez peut-être, les équipes de soins spécialisées puisque les CPTS n'ont pas vocation, ont vocation à gérer l'exercice coordonné sur un territoire, mais les spécialistes, comme vous le savez, ont des territoires beaucoup plus larges que les CPTS et peuvent appartenir à plusieurs CPTS. Donc l'idée est de partir du médecin spécialiste, de son équipe, de son projet, et d'aller rayonner sur différentes CPTS. Donc ça, c'est un travail dont Michel vous reparlera certainement. Nous avons également à cœur d'œuvrer pour l'attractivité de la médecine libérale. Donc on a une cellule d'installation. Nous faisons des formations des médecins, on fait du lien entre les pairs. Et puis, nous menons également des actions de santé publique. Alors là, c'est des choix stratégiques qui ont été le fait de notre mandature en particulier. Donc, c'était la promotion de la santé et la prévention et l'éducation. Mais également, nous travaillons sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, comme le cancer, la santé environnementale, l'obésité, sont les 3 thèmes que vous reverrez très fréquemment si vous allez visiter notre nouveau site internet, parce que c'est surtout sur l'obésité. Pour moi, il y a un gros travail à faire de changement de la perception que peuvent avoir les médecins sur les patients obèses et sur cette maladie qui n'existait pas quand nous, on était à la faculté, quoi, en fait. C'est tout simplement, c'est pas plus bête que ça. Donc voilà, donc il y a ces sujets en plus, qui sont des choses en plus de nos missions régaliennes. Voilà, donc je vais vous présenter également, alors comment faire connaître le métier de médecin libéral? On a des actions de promotion auprès des jeunes étudiants en médecine. On va les voir régulièrement, on les rencontre, on est en lien avec les associations d'étudiants en médecine. Et puis, nous avons également mis en place au sein de l'URPS une organisation sur la formation à la maîtrise de stage universitaire. C'est comment un médecin libéral installé peut devenir maître de stage universitaire et donc recevoir des internes et promouvoir son métier, la façon dont il exerce. Et puis, une action aussi qui nous tient à cœur, c'est le 2 jours en libéral, où là, on a mis en commun des médecins volontaires et des étudiants également volontaires, et on les fait se rencontrer. Et c'est sur la base du volontariat, il n'y a absolument pas d'argent là-dedans. Simplement, pendant 2 jours, le jeune étudiant vient suivre le médecin dans son cabinet et regarde comment il travaille, ce qu'il y fait, pose des questions, etc. C'est un petit peu pour donner
un peu envie ou élargir le panel des possibles pour les étudiants en médecine. Donc ça, c'est quelque chose qui marche pas mal aussi. Voilà. Et puis, nous avons donc l'accompagnement. Ah oui, ça, j'y tiens beaucoup. L'accompagnement des médecins à la gestion de l'entreprise libérale. Hein, c'est encore un mot qui existe chez nous. Alors, on espère qu'il va exister longtemps. Et on a mis en place un groupement d'employeurs parce que, cela dit, être médecin et entrepreneur libéral, ben, c'est parfois compliqué et lourd à gérer. Et donc, on promeut le groupement d'employeurs donc, qui vous permet de faciliter votre vie dans le recrutement, soit d'assistants médicaux, soit de secrétaires, soit de tout type de salariés qui vous intéressent et dont vous auriez besoin. Et puis, dans les derniers projets qui sont nés sous notre mandature, j'ai beaucoup de chance, en fait, de travailler avec l'équipe avec laquelle je travaille parce que nous avons fait des beaux projets. Un des magnifiques projets est lancé ici par le docteur Jean-François Costemal-Lacoste. Je ne sais pas si... Alors, je ne vais pas vous en parler en détail parce qu'il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais l'idée est géniale. C'est faire un laboratoire participatif de recherche en santé. Donc, l'idée, c'est de mettre en lien les praticiens libéraux de terrain et des chercheurs et de pouvoir, à partir de plateformes, faire participer les médecins libéraux à des enquêtes ou à des projets de recherche, moyennant un engagement mutuel. Donc ça, c'est un très beau projet. Donc, je ne sais pas si Jean-François, tu as prévu d'en parler. Non, pas ce soir. Bon. On m'a demandé de parler de l'installation. Bon, ben tant pis. Mais il faut quand même que tu en parles parce que je trouve que c'est bien quand même. Voilà, donc sinon, après, il y a l'éco-GEPSI. Donc ça, c'est le projet cher à Michel, qui en parlera peut-être. Un très beau projet. Un très beau projet aussi. Et puis voilà, donc tous ces projets qui s'affichent sont des projets que l'on développe, que les élus qui sont vos représentants développent avec passion et avec courage. Et grâce aussi à l'aide de tous les salariés de l'URPS, ici représentés par Virginie. Et passez une bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Ça fonctionne. Ou devrais-je dire peut-être, chers confrères, chers amis, je suis Arthur Giraudot, le président de la Corporation lyonnaise des internes de psychiatrie. Et je suis vraiment heureux d'être là avec vous ce soir. C'est une belle opportunité de créer un lien qui paraît essentiel entre ceux qui apprennent, les internes, et ceux qui exercent en libéral dans notre spécialité, la psychiatrie, un domaine où, au fond, la place de l'échange et de l'accompagnement de son prochain est au centre. L'objectif de cette soirée est très simple, se rencontrer, échanger, et pourquoi pas envisager ensemble un futur proche dans lequel un terrain de stage d'interne en psychiatrie libérale de qualité puisse être mis en place. Je tiens à remercier chaleureusement l'URPS et en particulier le docteur Jurus pour avoir initié ce rapprochement. Ils ont eu la délicatesse de nous consulter directement sur une démarche de subsidiarité pour savoir ce qu'on pensait de leur projet et pour s'assurer de notre motivation à les soutenir. C'est une approche très appréciée. Pour nous, internes, la qualité de notre formation universitaire est bien sûr cruciale, mais cela ne fait pas tout. Il est important que nous puissions un peu sortir de notre bulle hospitalo-centrée pour rencontrer les acteurs de soins extérieurs. Sans eux, on le sait bien, notre pratique ne pourrait pas fonctionner. Le lien que nous partageons ne devrait pas consister uniquement à se rediriger des patients. Il est important d'apprendre à mieux se connaître, à comprendre nos forces, nos limites et nos terrains d'expertise, pour en fin de compte offrir de meilleurs soins. Ce genre d'événement est donc essentiel et devrait être bien plus répandu. Sur le plan de notre cursus, nous, les internes, voulons pouvoir organiser nos stages de manière utile, en phase avec nos projets professionnels. Vous allez peut-être rire, mais ça me fait penser à un courant philosophique japonais, l'ikigai, qui signifie la raison d'être. Il nous rappelle que le bonheur au travail ne se résume pas exclusivement à avoir un emploi, mais à sentir chaque jour que ce que l'on fait a du sens et en vaut la peine. Chacun doit pouvoir choisir la forme de pratique de la psychiatrie qui lui convienne et se former en conséquence. Pour ceux qui le souhaitent, une formation en psychiatrie libérale auprès de praticiens expérimentés serait donc une véritable opportunité.
Dans cette perspective d'ouverture de stage, je tiens à souligner que la relation entre étudiants et psychiatres libéraux doit reposer sur une coopération solide. Nous attendons une vraie supervision, fondée sur la confiance mutuelle, avec une autonomie adaptative, où nous pourrions apprendre tout ce qui est nécessaire pour devenir un psychiatre libéral épanoui. Comme le disait plus tard un philosophe grec, l'élève n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. L'interne, lui, est un futur praticien dont il est important de cultiver et d'entretenir sa vocation. Enfin, la vocation. Et puis, être psychiatre libéral, c'est aussi être entrepreneur. Beaucoup de nos confrères se lancent dans cette voie sans aucune expérience de gestion, ce qui n'est pas évident et peut-être, j'imagine, très chronophage. C'est pourquoi il serait vraiment utile que vous puissiez nous former à l'avenir sur ces aspects administratifs et financiers pour faciliter l'installation de ceux qui choisissent cette voie. Pour conclure, je tiens à vous remercier tous pour votre attention, à remercier tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. Je remercie Bérengère Repin pour son activité de communication qui a été exemplaire et qui a su rassembler beaucoup d'internes. J'espère sincèrement que des internes sauront se donner les moyens de trouver leur voie pour qu'ils puissent être épanouis, et je suis persuadé que ce genre de rencontre y contribuera. Alors, profitons de cette soirée pour en faire un vrai succès. Je vous remercie. Ben merci d'être là tous. Vous êtes nombreux, c'est impressionnant en fait. Je pensais pas qu'on allait être aussi nombreux pour tout te dire, Michel. Mais bravo, et bravo donc à la cellule communication de la CLIP. De la CLIP. Donc moi je suis Jean-François Costemal-Lacoste, je suis psychiatre libéral et puis aussi une partie de mon temps hospitalier. Je travaille au Vinatier, au service hospitalo-universitaire des pathologies résistantes, une journée par semaine. Mais vous verrez, ça compte beaucoup pour moi. On est là pour parler de la question de l'installation. Effectivement, peut-être que je pourrais vous raconter mon histoire à moi, mais surtout, ce que je vais vous dire, c'est que ici, à l'URPS, on a créé une cellule d'aide à l'installation. Je me dirige vers ici parce que c'est Virginie Virassamy, une fois de plus, je crois qu'on a beaucoup parlé d'elle ce soir, qui est la personne à contacter pour nous aider à nous installer. Évidemment, il y a différentes démarches à faire que moi j'ai découvert un peu presque malgré moi quand j'ai voulu m'installer, aidé par quelques confrères déjà installés à droite à gauche. On prend des renseignements, on regarde sur internet avec Google, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut déclarer son activité au Conseil de l'Ordre, à la CPM, à l'URSSAF, à la CARMP, enfin plein de trucs. Moi j'avais utilisé au moment où c'était mon tour un truc qui s'appelle le Centre des formalités des médecins libéraux, qui est une entreprise privée qui aide les médecins libéraux à en fait s'installer et à faire ces déclarations. C'est très utile, donc ça existe toujours, mais je pense que la cellule d'aide à l'installation est bien plus performante que ce CFML qui est là, qui existe toujours, mais qui a une vocation financière, plus que ne l'est l'URPS, qui a plutôt une vocation dans une idée confraternelle à aider les confrères qui souhaitent s'installer. Bien sûr, il va falloir aussi créer une société, on en a parlé, on est une entreprise unique, chaque médecin est une entreprise unique, et parfois on crée aussi une société avec des collègues, souvent des amis en fait, pour s'associer et puis pouvoir quelque part acheter souvent un bien, mais acheter aussi, en fait ça va du papier toilette aux feuilles, à l'imprimante, etc. Donc c'est des choses qui sont très terre à terre, mais c'est effectivement des choses qu'on n'apprend pas. Et il y a à la fois sans doute beaucoup de terrain là-dedans, mais aussi probablement beaucoup d'aides qu'on peut recevoir de l'URPS par exemple. Il faut trouver un local, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut s'associer, est-ce qu'on veut travailler seul? Dans tous les cas, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas rester seul dans ces cas quand on veut s'installer. L'exercice libéral et en particulier l'installation, elle nous offre en fait diverses possibilités qui sont assez nombreuses, notamment dans l'exercice partagé de notre fonction de médecin. Par exemple, comme moi je l'exerce entre libéral et hospitalier. Or, on peut même faire du libéral à l'hôpital.
Il y a un certain nombre de médecins qui exercent en libéral à l'hôpital. On peut être libéral, mais aussi salarié du privé, salarié du médico-social. Il y a énormément de possibilités. On peut être médecin libéral et expert. On va en parler tout à l'heure. Expert des tribunaux, expert auprès des assurances, mais aussi dans d'autres domaines. Et puis, de plus en plus, on va avoir la possibilité de créer des terrains de stage. On en a parlé là, il y a un instant, en devenant maître de stage universitaire. Puis là encore, on peut faire appel à l'URPS, puisque c'est l'URPS qui organise ces formations. C'est des formations assez courtes, finalement, pour les médecins ici qui sont libéraux. Ces formations, je crois, qui se passent sur 2 journées. Ici à l'URPS, et qui sont donc validantes pour devenir maître de stage universitaire. Il y a aussi ce même type de formation qui se passe à l'université, donc on peut aussi se rendre à l'université pour le faire, mais je crois que la formation de l'URPS est assez complète et aussi très proche des médecins libéraux, puisque ce sont bien des médecins libéraux qui forment ici les futurs MSU. Moi, ce dont je me suis rendu compte quand je me suis installé et que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que une fois qu'on est parti de l'hôpital, on ne souffre plus des clivages inter-équipes. Vous l'avez peut-être vécu. Moi, j'ai été assez longuement hospitalier à la PHP. On ne demande pas d'avis souvent aux collègues. Quand on est, par exemple, moi j'étais à KB, on ne demande pas d'avis à certains collègues de Sainte-Anne. On ne demande pas d'avis à la Pitié. Bon, d'accord, ok. Comment ça, tu as adressé notre patient à un professeur machin, mais tu sais qu'on est au moins aussi bon que lui, voire il est peut-être plus nul que nous. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, enfin, en tout cas que moi j'ai vécu à l'hôpital. Et une fois que j'en suis sorti, en fait, j'ai eu un exercice à mi-temps quand j'étais à Paris, et je me rendais compte que quand j'étais pas à l'hôpital, finalement, je pouvais adresser mes patients à tout le monde et communiquer avec tout le monde assez simplement. Et ça, c'est vraiment un point fort de l'exercice libéral, je trouve. On a l'impression qu'on pourrait se sentir seul en libéral, mais en fait, on a plus de possibilités. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais vous transmettre là ce soir. Également, on en a un tout petit peu parlé, il y a l'émergence de la recherche en milieu libéral. C'est une nouvelle culture qui est émergente, qui apparaît là, ces dernières années. Il y a divers dispositifs d'ailleurs qui sont soit en construction, soit déjà existants. Pas mal de dispositifs d'ailleurs qui cherchent à inclure des patients via les médecins libéraux, notamment dans des recherches sur les médicaments, mais aussi sur les dispositifs médicaux liés à l'intelligence artificielle. Et en fait, moi, une des problématiques que je trouve dans ce domaine-là, c'est que on vient chercher les médecins pour leurs patients, parce qu'effectivement, les patients dans le milieu libéral, ils sont sans doute moins polycomorbides pour la plupart que les patients qu'on voit à l'hôpital, donc ils ont un intérêt pour la recherche, évidemment. Donc ces populations, elles sont très intéressantes pour beaucoup. Nous, ce qu'on a voulu faire ici à l'URPS, c'est l'inverse, c'est-à-dire essayer de partir des problématiques de terrain dont les médecins libéraux vivent au quotidien et pouvoir créer des recherches. Et pour ça, en fait, on s'est adossé à des équipes de recherche de la région. Je pense que vous connaissez l'équipe PsyR2, par exemple, qui fait partie du laboratoire participatif de l'URPS. Et du comité scientifique d'ailleurs du laboratoire, mais il y en a une autre qui est l'équipe COFI, et on a aussi une autre équipe de recherche de cancérologie avec qui on travaille actuellement. Donc voilà, c'est de nouvelles possibilités de participer pour les médecins libéraux, un nouveau champ qui s'ouvre à nous, et donc voilà, qui rend encore plus intéressant notre activité, nos possibilités de travailler en collaboration. J'avais énuméré des désavantages, ça vous intéresse ? Parce qu'il y a des désavantages, évidemment. On n'a pas de congé rémunéré. Et ça, c'est un truc qu'on n'aura jamais, évidemment. Et on n'a pas de congé du tout, d'ailleurs. Si on veut travailler tout le temps, on peut travailler tout le temps. Et ça peut être un piège, d'ailleurs.
Et Michel dit oui, à côté, on en avait discuté au début de son activité, il travaillait beaucoup, il avait peut-être pas pensé aux vacances. Et en fait, ni aux impôts. Plus on travaille et plus on paye d'impôts, c'est vrai. Et on plaisante là-dessus, mais c'est des choses vraiment, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir prendre soin de soi. Personne ne vous le dira. En fait, quand on est dans une équipe au quotidien, ça paraît évident les congés parce que on prend des congés à tour de rôle. Quand quelqu'un est parti, on est content aussi de partir parce que on a souffert de son absence, etc. Mais c'est pas le cas en cabinet. Donc ça, il faut être vraiment très vigilant. On a aussi peu de protection sociale. La protection sociale qu'on peut avoir, c'est en fait choisir une bonne prévoyance et la négocier, cette prévoyance. Je me suis rendu compte l'an dernier, parce que j'ai eu un deuxième enfant, qu'on n'a pas de congé paternité, même quand on a une très bonne prévoyance. Ça n'existe pas, le congé paternité. Donc si vous voulez vous arrêter un mois, pendant un mois, vous n'avez pas de salaire. Voilà. Mais c'est un choix. Pareil pour le congé maternité, à la différence près, c'est que ça se négocie avec sa prévoyance. Ça existe, hein, mais il faut vraiment penser les choses à l'avance et négocier avec sa prévoyance pour ça. Il y a un exercice qu'on pourrait dire solitaire des responsabilités. On est seul responsable de ce qu'on fait. Il n'y a pas de structure autour de nous qui va prendre la responsabilité à notre place. Donc tout ce qu'on fait, c'est de notre responsabilité unique et entière. Mais c'est ça aussi qui rend les choses intéressantes. C'est que tout ce qu'on fait, on en est aussi responsable et acteur directement. Le rapport avec les tutelles, des fois, effectivement, on a un rapport aussi peut-être plus direct avec nos tutelles, notamment avec la CPAM. Et puis également, ça va bien avec les congés là, dont on a parlé. La rémunération, elle est directement liée au volume de consultation. C'est-à-dire que si vous décidez ou si vous avez besoin de travailler un peu moins, forcément, votre rémunération, elle va diminuer à ce moment-là. C'est très mécanique. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut penser et qu'il faut pouvoir réfléchir. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire ce soir. Et en résumé, je vous dirais que c'est effectivement une activité qui peut souffrir de certaines contraintes, l'activité libérale, mais qui est riche d'une grande liberté et d'une grande diversité, qui n'a que de limite votre imagination, finalement. Voilà. Merci. Je voudrais compléter sur l'installation. Il y a un truc nouveau qu'on va faire au printemps. C'est un grand forum sur l'installation. Donc ça reprendra tout ce que tu as dit. On essaiera de... Voilà. Mais on vous fera passer les infos en temps et en heure. Bien, bonjour, je suis François Danet, je suis psychiatre élu aux URPS et je remercie en effet les internes de leur participation très active à cette soirée. Je vais présenter ce soir l'activité de psychiatre expert en psychiatrie libérale en me greffant sur ce que vient de dire Jean-François Costemal-Lacoste, dans la mesure où être psychiatre expert, ce n'est pas une profession unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être psychiatre expert en particulier ou même expert en général sans avoir d'autres activités. Les tribunaux refuseraient de désigner un architecte, par exemple, ou un comptable ou un psychiatre expert s'il n'avait pas d'activité de professionnel. Donc c'est une activité forcément secondaire qui se greffe sur une activité, en l'occurrence si on est psychiatre, de psychiatre traitant, qu'il s'agisse d'un psychiatre traitant à l'hôpital ou qu'il s'agisse d'un psychiatre traitant en libéral. En fait, l'activité libérale, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est plus adaptée à l'activité d'expert que l'activité hospitalière, car l'activité d'expert nécessite beaucoup de disponibilité et vous allez le comprendre aisément. Tout d'abord, avant de parler de l'activité de psychiatre expert, on peut parler de l'activité d'expert en général. Les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et plus précisément 11 des 12 départements, sont subdivisés en 4 cours d'appel. Le département de l'Ardèche est en fait rattaché à la cour d'appel de Nîmes. Et pour l'anecdote, certains départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient, il n'y a pas si longtemps que ça, rattachés à la cour d'appel de Bordeaux. Donc aujourd'hui, il y a 4 cours d'appel. Riom, donc Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et puis Chambéry. Les tribunaux désignent des experts sur une liste suite à une candidature. Là, je parle des experts en général, qu'on soit architecte, qu'on soit spécialisé
en tapis, qu'on soit spécialisé, je dirais, en art, en comptabilité. On est désigné sur une liste par les cours d'appel. Il y a une période probatoire de 3 ans, puis un renouvellement tous les 5 ans sur la base d'un certain nombre de formations et d'un certain nombre d'activités. Donc on se doit de se former à la fois dans sa spécialité, mais aussi dans la dimension juridique de l'expertise. Pour ce qui concerne les psychiatres, nous souffrons d'une raréfaction majeure du nombre de psychiatres experts. Pour donner un exemple tout de même de notre place au sein des experts, sur 800 experts, toutes disciplines confondues sur la Cour d'appel de Lyon, les 2 branches, puisque c'est subdivisé en branches, qui sont les plus nombreuses, c'est la branche du BTP, notamment les architectes, et c'est la branche de la médecine. Mais en réalité, au sein de la médecine, ce sont bel et bien les psychiatres qui sont les plus importants pour la justice, puisque nous réalisons énormément d'expertise pénale. Pourtant, il y a 15 ans, il y avait 300 experts psychiatres en France, ce qui était déjà très peu. Nous ne sommes que 150 aujourd'hui en France. Quand on divise le nombre d'expertises par le nombre d'experts, on se rend compte qu'un expert psychiatre en France réalise environ 150 expertises par an. Bien sûr, il ne s'agit pas d'expertises d'assurance, comme ça a été dit tout à l'heure. Ce ne sont uniquement des expertises réalisées à la demande des tribunaux. Les tribunaux estiment qu'il y a conflit d'intérêts quand un médecin, mais pourquoi pas un architecte ou un autre professionnel, est subordonné à une assurance, car évidemment, il risque de prendre parti dans une expertise au sein de laquelle, par exemple, AXA ou la Massif seraient partis. Alors, pour vous expliquer ce qu'est l'activité d'expert, il faut partir des juridictions qui peuvent nous désigner. L'expertise la plus connue pour le grand public, mais aussi pour les professionnels, bien sûr, c'est l'expertise pénale d'auteur. C'est celle qui est la plus médiatisée. Nous rencontrons à notre cabinet, donc nous pouvons convoquer à notre cabinet des auteurs, des mises en cause dans les infractions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'incarcération est l'exception. On peut très bien recevoir quelqu'un qui a tué un individu à son cabinet. La règle, c'est qu'il soit libre et non pas qu'il soit incarcéré. L'incarcération est l'exception. Donc, nous recevons des auteurs soit au cabinet et bien évidemment, il faut se rendre en détention. Je dirais qu'un expert psychiatre se rend entre 10 et 50 fois par an à peu près en détention pour donner deux extrêmes. Il y a donc toute l'activité d'expertise de mise en cause, d'auteurs, en tout cas d'auteurs présumés, pour estimer si les personnes sont responsables de leurs actes au moment des faits, est-ce qu'ils sont atteints d'un trouble délirant au moment des faits, et pour évaluer bien évidemment la dangerosité. Il y a tout le volet d'expertise de victimes notamment d'infractions sexuelles qui se développent de façon considérable en termes de volume d'expertise, mais ça c'est l'expertise pénale. Il y a tout un volet qui est moins connu, qui est l'expertise civile. Alors dans l'expertise civile, il y a des expertises qu'on peut comprendre aisément quand on est psychiatre, expertise demandée par un juge des enfants, pour savoir si un enfant doit être placé, par exemple, expertise demandée par un juge aux affaires familiales, pour savoir si dans l'intérêt de l'enfant, tel enfant peut continuer à être reçu par l'un de ses parents en droit de visite et d'hébergement. Il y a évidemment les expertises de tutelle, qui font partie également d'une activité assez fréquente des psychiatres, pas forcément experts. Et puis, une activité qui est très importante, c'est l'activité de dommage corporel. C'est-à-dire que quand quelqu'un est victime d'un accident de la voie publique, d'une infraction, notamment d'une infraction sexuelle ou non, d'un attentat terroriste, 3000 victimes pour le Bataclan, par exemple, ça fait un volume très important, bien évidemment, ou d'une catastrophe naturelle, ce qui pourrait se développer à l'avenir, eh bien, on peut présenter un dommage corporel, par exemple devenir sourd suite à un attentat terroriste, mais aussi présenter un état de stress post-traumatique. Dans ce contexte-là, ça devient une activité assez collective, puisque plusieurs experts sont désignés pour examiner une même personne, soit en même temps, un ORL, un chirurgien, un psychiatre peuvent examiner la personne le même jour, ou successivement en demandant un avis. Donc là, il y a une situation assez confraternelle, comparable à celle que décrivait Jean-François tout à l'heure, c'est-à-dire que les rivalités qui s'exerçaient à l'hôpital disparaissent tout d'un coup quand on reçoit l'appel d'un confrère chirurgien qui nous demande un avis psychiatrique pour évaluer le dommage corporel. Alors, toutes ces activités, elles nécessitent quand même de parler de la formation. Car les tribunaux ne désignent des experts, dans toutes les branches d'ailleurs, qu'à la condition que nous soyons formés. Ils n'acceptent les candidatures qu'à la condition d'une, 2 ou 3 formations. Formation d'aptitude à l'expertise, réparation juridique de dommages corporels, victimologie, criminologie. Ces diplômes existent à Lyon, ils existent dans toute la France.
Ensuite, il peut y avoir un tutorat par le biais d'un autre expert. Et d'ores et déjà, puisque vous parliez tout à l'heure de stage, l'activité d'expert peut se prêter volontiers à la question des stages. Tout d'abord, par l'activité de déposition aux assises. L'an dernier, par exemple, un interne qui était en formation d'aptitude à l'expertise m'a suivi à plusieurs reprises aux assises pour déposer aux assises. Donc ça, c'est une situation qui peut aisément se dérouler. On peut également, dans des expertises de victimes du dommage corporel, accueillir des internes ou accueillir des jeunes psychiatres. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait encore récemment, je dirais. Une psychiatre, avant de postuler, a assisté à de nombreuses expertises à mon cabinet, notamment de dommages corporels. Ça pourrait s'entendre également dans certaines circonstances pour des expertises pénales, moyennant le fait, bien sûr, que le mis en cause ou le ou la plaignante soit d'accord pour qu'il y ait un tiers qui soit présent lors de l'expertise. Mais l'expertise, étant une rencontre unique, peut volontiers, je dirais, s'accompagner d'internes ou s'accompagner de jeunes professionnels qui veulent postuler, qui veulent éventuellement réaliser des expertises avant même de postuler, car il y a une possibilité d'être expert non inscrit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, de solliciter un juge d'instruction, solliciter une chambre sur intérêt civil, réaliser des expertises, et si le professionnel fait l'affaire, eh bien, il sera plus volontiers admis. Alors, avant de conclure, je dirais, sur cette activité qui est très intéressante, je tiendrais quand même à souligner un élément. C'est que la psychiatrie a un statut particulier. Car depuis 200 ans, pourrait-on dire, nous sommes la seule spécialité qui est restée très ancrée sur le socius, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on travaille aux urgences d'un hôpital, on voit des fourgons de police nous amener des patients. C'est rare que les orthopédistes ou les rhumatologues reçoivent des patients à la demande de fourgons de police. C'est-à-dire que nous sommes tous des petits médecins légistes. Et d'ailleurs, l'un de nos maîtres, Marcel Collin, disait « c'est pas la médecine légale qui est une sous-spécialité de la psychiatrie, c'est la psychiatrie qui est une sous-spécialité de la médecine légale ». Tous les psychiatres sont des mini-médecins légistes, ne serait-ce quand ils rédigent des certificats de 24 heures, de 72 heures, de hebdomadaires, de ce qu'on appelait avant les HO, les HDT, les SPPI, les SPDT, les SPDRE, etc., etc. Donc il y a une activité fondamentale d'expertise dans toute activité psychiatrique. Quand un patient est hospitalisé dans ce qu'on appelait avant une HO judiciaire, c'est-à-dire des soins sous contrainte ordonnés par la justice suite à une irresponsabilité pénale, il y a bien une activité médico-légale qui se déroule. Et même dans une activité plus banale de programme de soins ambulatoire, on pourrait considérer que c'est une activité médico-légale. Finalement, tout ça pour dire que l'activité de psychiatre expert est vraiment une extension de l'activité de psychiatre traitant. De surcroît, l'activité de psychiatre expert peut consister en une sorte d'avis spécialisé unique dans lequel on préconise des soins, puisqu'on fait des préconisations et les auteurs peuvent se saisir de cette opportunité, conseillés par leurs avocats, pour s'inscrire dans des soins psychothérapiques ou psychiatriques, ou par exemple dédiés aux auteurs de violences sexuelles, hormonothérapie, traitement antidépresseur à forte dose, en parallèle d'un suivi psychothérapique dédié à ce type de fait. Donc c'est une activité qui, sans être soignante officiellement, a quand même une vertu d'orientation et d'initiation dans des soins. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si j'ai une expérience à partager, c'est l'expérience de la psychiatrie. Vous m'entendez ? Oui. Non. C'est l'expérience du libéral à l'hôpital. Si je peux, voilà. Je pense que je fais partie des très rares praticiens hospitaliers à faire du libéral, en tout cas à Lyon. Je me demande même si je ne suis pas la seule. Et je vous enjoins ardemment à en faire. J'en ai toujours fait depuis la fin de mon clinica, donc ça fait pas mal de temps en fait. Et c'est extrêmement enrichissant. D'abord parce que ça permet d'avoir une autre pratique, ça permet de recevoir d'autres types de patients, ça permet d'avoir un autre rapport à nos patients, puisque là on les fait payer. Donc on peut aussi se donner le choix de choisir nos patients. Moi par exemple je suis pédoxy, et en faisant de la psychiatrie adulte, ça me permet en hospitalier, ça me permet de continuer à faire de la pédopsie en libéral. Quand j'étais en pédopsie, je faisais de la psychiatrie pour adultes et ça me permettait de faire des psychothérapies, ce que je ne faisais pas obligatoirement en étant en tant que pédopsie. Ça change le rapport à nos patients, ça change notre engagement, parce que quand on est tout seul avec un patient et qu'on est tout seul à le suivre, c'est vraiment un engagement assez fort, Et le fait de pouvoir donner son numéro de portable, son mail, d'être disponible, c'est vraiment pas du tout le même type de travail qu'à l'hôpital.
J'en ai toujours fait et je ne peux que conseiller d'en faire parce que c'est extrêmement enrichissant, pas seulement financièrement, mais enrichissant sur le plan intellectuel et sur le plan de notre pratique professionnelle. Après, pour être clair, au niveau financier, oui, c'est intéressant. Alors, ça demande beaucoup de travail, c'est très engageant, les demi-journées sont extrêmement longues, on a droit à 2 demi-journées par semaine. C'est des très grosses journées si on veut pouvoir continuer à payer l'URSSAF, la CAMF, voilà, et donc c'est coûteux en temps. Alors par contre, effectivement, l'avantage c'est que quand on prend des congés, oui, on n'est pas payé par nos patients, donc l'activité libérale s'arrête, mais l'activité salariée continue, donc ça permet de prendre quand même des vacances de façon assez confortable, je ne le cache pas. Et puis après, le rapport entre professionnels hospitaliers et les libéraux, alors peut-être qu'en étant un peu des deux côtés, ça me rend plus disponible, mais c'est vrai que c'est essentiel de pouvoir échanger avec les libéraux quand on est à l'hôpital pour pouvoir faire des échanges. Je te vois, Fleur, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a échangé sur un patient. Et effectivement, c'est essentiel de partager, d'appeler les collègues qui suivent les patients, qui les connaissent bien pour pouvoir adapter au mieux les besoins du patient et du praticien quand il va récupérer le patient à la suite d'un passage aux urgences, à la suite d'une hospitalisation, d'un avis expertal. Voilà, je crois que je vous ai tout dit de ce que je pouvais vous dire. Allez-y, installez-vous. Oui, on est 7-8 cliniques sur Lyon, donc, qui ont la particularité d'employer des médecins libéraux. Donc soit, effectivement, dans certaines cliniques, c'est plutôt des médecins qui sont salariés et qui peuvent avoir une activité libérale. Oui, pardon, docteur Blanc, donc je travaille à la clinique Mon Repos à Écully. Donc j'ai commencé mon activité dans la clinique en 1989, donc ça commence un peu à chiffrer. Donc moi j'ai une activité, pour vous dire, complètement libérale. Je suis tout seul dans mon activité libérale. Donc je suis avec des confrères qui sont aussi tout seuls dans leur activité libérale, sauf qu'on travaille ensemble. Donc on a la particularité de pouvoir fonctionner comme cela. Et en plus, nous avons développé des hospitalisations de jour. Donc on a des centres de jour et un centre de géronto-psychiatrie qui est à l'Arbrel. Donc cette activité est en lien avec des groupes, des grands groupes qui sont des mastodontes sur la France, mais aussi sur l'Europe. Donc on est en perpétuelle discussion avec ces groupes qui eux-mêmes discutent avec la tutelle à Paris pour avoir des histoires de prix de journée. Hein. On est bien moins bien traité que l'hôpital public, mais bon, c'est un constat général. En tout cas, notre activité, c'est toute pathologie. On fait à peu près le même travail qu'à l'hôpital. Moi, je me souviens que quand j'ai quitté l'hôpital et que je me suis retrouvé en clinique, alors c'était un peu compliqué parce que j'ai été balancé du jour au lendemain d'une activité hospitalière où c'est quand même très encadré, avec des équipes extrêmement nombreuses pour peu de lits. Hein. Moi, je m'occupe, j'ai 20 lits. Je suis tout seul, le seul médecin, et donc qui s'occupe de ces 20 lits, et une équipe d'infirmières qui tourne, hein, comme tout, dans toutes les institutions. Donc on a toutes les pathologies, comme l'hôpital public. On essaye de temps en temps de travailler avec l'hôpital public. C'est pas toujours simple, parce qu'il y a une sorte aussi de précaré quand même de l'hôpital public qui n'aime pas bien les institutions privées, en tout cas, dans ce que je peux entendre. Et j'ai fait plusieurs fois des demandes pour avoir des internes. Et chaque fois, on m'a débouté gentiment en m'expliquant que on ne devait pas être capable de faire la formation des internes. Et une fois, quand je faisais cette demande-là, le professeur m'a dit, le professeur agrégé m'a dit, vous comprenez déjà qu'on n'arrive pas à remplir nos services, donc vous pensez quand même pas qu'on va vous les donner dans le privé. Donc tout était dit déjà, donc on a refait des demandes. Il y a quelques cliniques aujourd'hui qui ont ces internes. J'ai fait la demande il y a deux ans pour avoir des internes en psychiatrie. Ça a été une nouvelle fois refusé.
Donc voilà. Donc après, le travail, c'est le même travail que tous mes confrères. Hein. J'ai un cabinet et les patients hospitalisés. Donc je travaille le matin pour la clinique et l'après-midi, j'ai mon cabinet libéral. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai fait la présentation. J'espère que vous suivez. Je prends la bonne distance. Bonjour, je suis le docteur Nejma Labas, je suis psychiatre en libéral à Grenoble, donc en province, depuis 2019, et j'ai fait la demande d'agrément pour être maître de stage universitaire. Donc j'ai eu pour l'instant 2 internes, donc une très récente en novembre. Donc je vais vous partager un petit peu comment ça s'est passé, même si c'est tout frais. Déjà le projet, pourquoi j'y ai pensé avec ma collègue avec qui j'ai acheté le cabinet, donc le docteur Kassler qui est avec moi. On est un petit cabinet, on est 12, mais voilà, il y a 5 bureaux et on a voulu qu'il y ait beaucoup de monde pour que ça soit vivant. Je pense ça ronronnait un peu à un moment pour nous, l'activité libérale, puis il y avait une recherche de diversifier un petit peu l'activité. Donc, il n'y a pas que le projet de maître de stage universitaire qui a été fait à ce moment-là. Moi, j'ai intégré, grâce à Michel Jurus, les commissions paritaires de la Sécu pour m'interroger un peu sur le territoire. Et je fais partie aussi un petit peu de l'URPS, des travaux très intéressants sur l'URPS. Donc, ça s'est fait un petit peu en parallèle à ce moment-là dans ma vie. Et ça peut être intéressant, comme mes collègues l'ont dit, de retenir qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de réouvrir aussi. Donc nous on est 2 maîtres de stage universitaires et pour le premier interne qu'on a eu, le docteur Homé Léonard qui fait la présentation du coup, hein, je crois, ouais, en visio. Donc on a fait pour le docteur Homé un stage plein, c'est-à-dire c'était un stage 100% libéral et là on est dans un stage moitié-moitié. Alors je vais vous dire tout simplement moi, ce que ça m'apporte et puis ce que j'essaye d'apporter à l'interne. Parce que pour moi, c'est rester vivante que d'avoir un interne en libéral et essayer de lui transmettre ma vitalité, tant que je peux. Et voilà. Donc, la transmission, elle est collective. Alors, du coup, les internes qu'on rencontre, c'est beaucoup de docteurs juniors. Donc, il y a la question du mémoire, d'accompagner l'interne, si on le peut, sur le fait de voir un patient ou de prendre un patient à nous et puis de pouvoir développer son mémoire. On a beaucoup parlé aussi avec Léonard et puis mon interne Louise Gouvion que j'ai actuellement du style, donc qui pour moi n'était pas forcément toujours très développée, ou en tout cas cette question n'était pas forcément... il n'y avait pas forcément de confiance de le style qu'on pouvait avoir en tant que jeune psychiatre sur est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que je peux avoir une créativité, comme vous l'avez dit, de l'imagination, avoir confiance dans ce que j'ai envie de proposer ou de faire. Donc mon style propre de ma personne et puis de tout ce que j'ai appris évidemment pendant mon cursus, tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé. Donc de finaliser un peu ça avec l'interne sur qu'est-ce qui t'intéresse actuellement, est-ce que c'est la pharmaco, est-ce que c'est la traumato, est-ce que voilà, c'est quoi la question que tu te poses là sur ce stage, est-ce qu'on peut en parler? Donc ça, vous l'avez tous dit, mais apprendre le rythme et les pièges, ça c'est hyper important, puis on se fait avoir régulièrement, donc c'est jamais acquis. Pour le coup, il y a une humilité à avoir en libéral forte, puisque on est indépendant, mais on est aussi du coup... alors moi je dirais pas tout seul, parce que pour le coup, vu que dans le cabinet où je suis, on est plusieurs, il y a quand même les collègues qui sont là pour dire ça va, je te sens un petit peu, un peu dense en ce moment, t'as pris des vacances, tout ça. Mais... sur l'organisation de l'agenda de l'année d'après, c'est bien nous qui le faisons, et du coup, c'est à nous de l'apprendre à l'interne aussi. Donc, alors moi, je compte pas en fonction, je compte en fonction de l'argent, dans le sens où, évidemment, j'ai besoin d'avoir un salaire qui soit décent pour moi, mais je vais compter en fonction des vacances. Ça me plaît beaucoup d'avoir 9 semaines de vacances par an. Puis ça, le docteur Romé vous dira que ça a bien accroché pour lui aussi, cette idée-là, de pouvoir se dire, si je veux faire que le matin, si je veux commencer tôt à 7h, finir à 15h, je peux. Si je veux faire l'inverse, je peux. Donc, du coup, je regarde mon agenda, je cale mes vacances, je compte combien je peux faire, puis je regarde si ça cale dans ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin de gagner cette année-là? Donc voilà. Après, ça peut évoluer, évidemment. On peut tout faire, on peut augmenter, on peut faire des gardes,
Ça, c'est assez riche, tout ce qu'on peut faire en libéral. Et de notre côté à nous, en tant que médecins, ça nous permet de faire le tri. Parce que quand il y a un interne qui arrive, on classe un peu les dossiers. Voilà, on reprend un peu des choses. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas tout mis sur l'ordinateur, ce serait quand même intéressant. Voilà. Et puis on réexplique, du coup, on réapprend. On n'avait peut-être pas forcément compris cette notion-là. On s'y était jamais trop intéressé à, je sais pas, sur la question de l'URSSAF, la CAMF, les détails succulents et passionnants des charges sociales, mais ça fait partie du truc. Donc voilà. C'est des nouveaux collègues en devenir. Clairement, le réseau, c'est fondamental en libéral. C'est pas que des collègues, c'est aussi des amis. Pour moi, c'est des amis que je vois le midi, avec qui je mange, avec qui j'entretiens des liens. Et c'est grâce à ça qu'ils sont là pour moi aussi en échange. Et c'est grâce à ça que je suis là aussi pour eux en échange. Et voilà. Donc, si l'interne veut venir en supervision, il est le bienvenu, ou elle est le bienvenu, évidemment. Enfin, en gros, l'interne participe à ce que Andia et moi, on fait au quotidien. Puis voilà. J'ai fini. Bonjour, donc je suis le docteur Nora Desmarchelier, pédopsychiatre en libéral, et moi j'ai un PowerPoint. Parce que je croyais qu'il en fallait un. Alors, du coup, tout d'abord, pour me présenter un peu, donc j'exerce depuis 2006. D'abord, j'ai exercé en milieu hospitalier, et puis 2015 à temps partiel en libéral. Donc, j'accueille ma première interne depuis très peu de temps. Donc, voilà, je vais pouvoir vous parler de ça de façon assez, on va dire, récente. Donc, tout d'abord, alors, j'ai pas mes lunettes, donc je vais mettre aussi mon petit PowerPoint là. Alors, donc, je voudrais témoigner, voilà, déjà du fait que je suis pédopsychiatre. Donc, on est très peu nombreux. Donc, on a monté une association, nous, en Auvergne, avec tous les pédopsychiatres, que ce soit du médico-social, de l'hospitalier, du libéral, parce qu'on a besoin de communiquer entre nous pour s'entraider, pour créer du réseau aussi, pour travailler avec ces jolis mots qu'on emploie dans le quotidien, les réseaux ville-hôpital. Donc, notre association, elle s'appelle KPA. Ensuite, on a une autre association en Auvergne, des psychiatres libéraux, donc pour, on va dire, les patients adultes, qui s'appelle Psydome. Donc voilà, les gens se rassemblent, ont envie de travailler ensemble et d'échanger. Donc moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était tout d'abord la polyvalence en médecine libérale. Donc la première chose qu'on souhaite transmettre dans l'accueil d'un interne, c'est de comprendre le rôle et la fonction du médecin. Parce que quand on est tout seul à accueillir une demande en libéral, on est parfois assigné à jouer des rôles qu'on n'avait pas prévu de jouer donc en tant que médecin, donc comme celui d'accompagner des personnes presque comme une assistante sociale, en particulier pour des aspects administratifs, donc qu'on délègue très souvent quand on est en milieu hospitalier. Ensuite, appréhender la gestion d'un cabinet en choisissant ses supports de travail, parce que à l'hôpital, on nous les impose. Quand on est en libéral, c'est quand même un peu compliqué de comprendre tout ce qui existe. Donc c'est pour ça que tout ce qui est en train de se créer du côté de l'URPS en termes d'aide à l'installation, moi je trouve ça juste génial, parce que comme tous les collègues en ont témoigné, on se débrouille un petit peu comme on peut au départ, en cherchant sur Internet des guides d'installation, en parlant aux collègues, et on espère que les collègues nous donnent des réponses qui vont nous aider. Donc c'est parfois un peu compliqué de construire seul. Donc voilà, je trouve ça très bien, les supports qui sont en cours de déploiement à l'URPS. Ensuite, choisir un appareil de télétransmission. Est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on le loue? Son prestataire de service? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un secrétariat téléphonique, présentiel, une plateforme de rendez-vous? Et tout ça, ça a énormément d'impact, bien sûr, sur notre engagement et notre investissement en libéral, parce que si vous êtes en train de prendre vos appels pour vos rendez-vous, vous n'êtes pas face à un patient. Donc, comment on gère ça? Parfois aussi, en tout cas moi en pédopsychiatrie, comme on est très peu nombreux, on doit souvent refuser des patients. Donc c'est compliqué de devoir dire non, alors que des gens pleurent au téléphone, alors que des gens sont dans une urgence d'accompagnement pour leurs enfants.
Donc j'avoue que le secrétariat téléphonique, c'est aussi quelque chose qui fait partie d'un confort d'exercice. Ensuite, apprendre à utiliser les codifications d'actes et apprendre à faire régler son patient. Parce que, pour la petite anecdote, au départ, il m'est arrivé de laisser partir des patients sans les faire régler et de leur courir après, parce qu'on n'est pas formé à ça à l'hôpital. Tout ça est géré en amont, donc c'est vrai que quand on peut être pris dans une consultation et que c'est dense et qu'il y a beaucoup d'émotions, parfois c'est compliqué de dire ça va être le moment de régler. Donc tout ça, ça s'apprend, et je trouve qu'au cabinet libéral, c'est aussi des choses que les internes vont pouvoir expérimenter. Ensuite, le fait bien sûr de respecter dans ces codifications la convention CPAM, donc ça veut dire là aussi que les internes vont être confrontés par la suite à un choix. Est-ce que c'est convention 1, convention 2, etc. Et puis, comment remplir ces indicateurs pour bénéficier de certaines aides CPAM? Ça, c'est pas rien, parce que quand vous avez des mails qui vous arrivent de la CPAM qui vous disent il faut remplir vos indicateurs pour avoir telles aides, et qu'on n'a pas été prévenu, c'est un petit peu particulier. Ensuite, l'arrivée d'un interne, pour moi, c'est aussi l'apport de la concertation médicale. Donc, le travail en phase d'observation avec un interne, ça permet aussi de montrer à l'interne les éléments à ne pas oublier durant un interrogatoire. Parce que c'est vrai que parfois, en étant passé dans différents lieux de stage et en ayant fait plusieurs semestres, on peut aussi parfois commencer à oublier des choses durant son interrogatoire. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un regard expérimenté à ce sujet. Ensuite, le travail autour du ressenti du jeune médecin, moi je trouve que c'est très important, parce que parfois en milieu hospitalier, on est un petit peu envoyé dans les services, on est en première ligne, et on ne va pas avoir tout ce travail de transfert contre transfert, alors c'est les mots un petit peu anciens, mais d'aide à la prise de décision dans des situations complexes. Donc c'est vrai que parfois les internes, ils se retrouvent tout seuls. Est-ce que je rédige une information préoccupante? Est-ce que je dois l'envoyer tout de suite? Est-ce que je prends le temps de la réflexion? Est-ce que je dois faire un signalement? En tout cas, moi, pour les enfants que je suis, en cas de maltraitance, bien évidemment. Comment faire partir un signalement à un procureur de la République? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que j'envoie un courrier directement? Est-ce que c'est un fax? Enfin, toutes ces questions-là, fax ou mail, ou enfin, voilà. En tout cas, toutes ces questions-là, elles existent, et quand on les a pas expérimentées, c'est parfois pas du tout simple, de le faire pour la première fois. Donc, le faire avec un praticien, c'est intéressant. Et puis aussi, se dire qu'on est seul face à son patient, et une IP, je vous rappelle qu'on est censé informer la famille qu'on fait une IP dans les 7 jours. Donc, quand vous êtes en consultation libérale, que vous devez faire régler le patient juste après lui avoir dit que vous alliez faire une information préoccupante, je pense que c'est pas des choses qu'on a envie de vivre tous les jours. Et je rappelle que, justement, quand on est seul dans le cabinet libéral, parfois on est bien content qu'il y ait le collègue à côté, parce que quand certains patients réagissent très mal, et on peut le comprendre bien évidemment, on est content que le collègue soit pas loin et puisse venir peut-être sécuriser certaines choses. Ensuite, le travail sur le cadre déontologique et médico-légal, en tout cas dans l'exercice de la pédopsychiatrie, il s'impose particulièrement concernant la question de l'autorité parentale, parce que la loi nous dit certaines choses. On ne peut pas recevoir un enfant si les 2 parents ne sont pas prévenus, en tout cas jusqu'à un certain moment. Voilà, enfin, ça, on peut le développer secondairement si ça vous intéresse. Ensuite, moi, je trouve aussi, comme tu l'as dit, que c'est très important pour le médecin en libéral, l'apport que peut représenter la présence de l'interne. Donc, moi, je suis formée en approche systémique, et je trouve que la présence d'une tierce personne durant la consultation, ça va changer le paradigme de la rencontre. Donc, parfois, en PMI, on connaît les consultations conjointes. En médecine, parfois un peu moins. En tout cas, ça va dépendre des services. Et parfois, les internes vont plus expérimenter, en particulier aux urgences, le fait d'être avec un infirmier. Mais rarement le fait d'être avec un médecin, sauf sur des situations multicomplexes. Donc voilà. Ensuite, je trouve aussi que les internes ont beaucoup à nous apporter du côté du regard croisé, parce que parfois, on a tous nos zones d'ombre et de scotum, c'est-à-dire qu'on va avoir une façon d'envisager les choses qui peut nous être personnelle, parce qu'il y a des éléments qui vont résonner. Et que justement l'interne va pouvoir lui apporter des aspects de contradiction, de regard croisé, et vraiment aussi pour nous, c'est enrichir les consultations.
L'interne va aussi apporter au MSU la modernité des pratiques, parce que parfois, bon, même si on a la formation médicale continue, on peut commencer à devenir des vieux dinosaures. Donc, c'est important que les internes nous apportent cette modernité. Ensuite, la transmission et l'échange. Donc, je reviens sur les 3 notions un petit peu clés. On change de... Ouais, merci. Donc, le savoir, le jeune médecin, il est à la pointe de la théorie et le MSU, il continue de se former. Le savoir-être, le jeune médecin, il cherche à construire son style relationnel, comme tu l'as aussi souligné, avec le patient, parce qu'il doit à la fois être entre empathie et nécessité aussi de poser des actes médicaux. Est-ce que je donne un traitement à ce patient? Est-ce que je continue de l'écouter? Le MSU, il assume, lui, un peu plus, avec l'expérience, son style relationnel personnel, tout en respectant toujours le cadre de la déontologie médicale. Et je rejoins Nejma sur le fait que parfois, c'est difficile de commencer à trouver son style relationnel quand on est interne. Donc, le fait du libéral peut parfois un peu aussi aider à libérer cette créativité, dont tu parlais tout à l'heure. Pour finir, donc le savoir-faire, le jeune médecin va découvrir l'accompagnement au long cours. Alors, je pensais plus aux pathologies chroniques, qui est parfois difficile à appréhender dans l'exercice hospitalier, où le jeune médecin expérimente souvent la gestion de la crise ou les passages aux urgences de ce type de patients. Et donc, parfois aussi en libéral, il va falloir pouvoir supporter la chronicité en psychopathologie, c'est-à-dire parfois aussi avoir l'impression que ça avance très peu, alors que ça avance réellement. Voilà. Pour conclure, découvrir, observer, expérimenter les différents modes d'exercice durant l'internat reste un moteur pour construire la médecine de demain et son maillage. Lorsque j'ai ouvert donc ce semestre au cabinet libéral, les jeunes médecins qui venaient de prendre des postes, peu importe où, sont venus me rencontrer en disant c'est dommage qu'on n'ait pas eu accès à ça durant notre internat parce qu'on aurait peut-être aimé juste découvrir. Ça ne veut pas forcément dire s'installer en libéral, mais avoir une idée de comment fonctionnent les médecins en libéral pour peut-être aussi apprendre à plus travailler en réseau. Voilà. Ensuite, écoutez, je vous remercie de votre attention. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est peut-être... c'est vrai que chacun définit un peu sa pratique. C'est vrai que l'indépendance professionnelle, c'est quelque chose qui est important dans notre métier. Et c'est vrai que peut-être que le souci qu'on avait avec les internes, et peut-être la pratique hospitalière, c'est qu'on a vu un durcissement des pratiques ces dernières années qui nous a amené quand même de plus en plus à nous préoccuper des praticiens hospitaliers, mais aussi des internes qui, semble-t-il, parfois étaient dans des conditions de travail difficiles. Et il nous semblait aussi que c'était important aussi de privilégier la clinique. C'est vrai que la psychiatrie libérale, c'est avant tout la clinique. Moi, je me suis installé en libéral parce que j'étais gourmand de clinique. Donc, j'ai beaucoup travaillé, effectivement, au début. J'ai fait de la psychiatrie d'urgence à domicile. J'ai fait de la psychiatrie au pavillon N, à l'hôpital de Rio, pendant 12 ans. De la psychiatrie de liaison en médecine interne, en clinique médico-chirurgicale. Bref, et j'ai fait 24 ans de périnatalité sur l'Est lyonnais. En faisant la santé mentale et communauté dans un truc qui s'appelait LAPS, lien accompagnement parentalité soins, que j'ai créé, tout en ayant l'activité libérale. Concernant le libéral, alors c'est vrai que comme j'étais pas mal salarié, je pouvais prendre des congés, mais c'est vrai que je recommande à beaucoup de psychiatres ou de médecins même qui s'installent de savoir prendre des vacances. Parce qu'effectivement, après, on peut difficilement... Donc, d'emblée, il faut savoir prendre des vacances. Et concernant les pertes de revenus, il faut intégrer ça. Effectivement, on travaille sur 10 mois et on met ça sur 12. Et voilà, et il faut simplement provisionner. Ça, c'est quelque chose, une technique relativement simple, mais qui est importante. Savoir prendre des vacances. Je voulais une petite précision sur les secteurs 1. Ils ont le droit à des congés maternité. Ce qui est une profonde injustice par rapport au secteur 2. Mais il y a un peu plus d'avantages pour les secteurs 1, un peu plus d'avantages sociaux. Ce qui fait que, par exemple, sur une consultation de 50 €, il faut à peu près demander 75 € en secteur 2 pour s'y retrouver en termes de charges. Il n'y a pas que des inconvénients. Alors moi, je suis secteur 1 par conviction.
Maintenant, c'est trop tard, je ne vais pas changer. Voilà, donc, mais c'est vrai que tous les jeunes praticiens, on peut que leur recommander souvent d'aller en secteur 2, en tous les cas, s'ils veulent avoir plus de liberté, parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes. On parlait aussi de primes. C'est vrai qu'on a créé il y a quelques années des primes qui s'appelaient au début primes à la performance. Alors, il y a la possibilité de refuser, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de remplir des tableaux. Moi, je l'ai refusé. Donc, chaque année, je reçois une prime de 0 €. Voilà, mais au moins, je suis libre. Parce que la liberté de la pratique, c'est quand même important. Et c'est vrai que concernant la médecine libérale et concernant aussi la psychiatrie, il y a de plus en plus des contraintes de résultats. Par exemple, on parle de pouvoir travailler à 10h du matin, terminer à 15h, mais il y a souvent des tentatives qu'on puisse avoir une file active dont on devrait être redevable, c'est-à-dire de voir tant de patients par an et éventuellement, du coup, peut-être ne plus voir des patients toutes les semaines ou tous les 15 jours, mais éventuellement tous les 6 mois pour avoir un taux suffisant de patients. Donc, il y a des pressions qui existent là-dessus. Concernant pour les internes, effectivement, c'est vrai qu'avec les années, il nous semble important, effectivement, d'ouvrir aux internes la possibilité de faire des stages en libéraux et aussi, même s'ils décident de faire praticien hospitalier, parce que je pense que vraiment, ça permet de savoir de quoi on parle. C'est vrai que nous, souvent, en rigolant, on dit que nous, de la pratique hospitalière, on en a tous fait. On a tous été au minimum interne en psychiatrie, on a pu être praticien hospitalier, on sait ce que c'est. C'est vrai que c'est pas le cas de tous les praticiens hospitaliers. Voilà. Concernant les stages universitaires, c'est vrai qu'il y a un gros problème sur Lyon. D'ailleurs, on peut le constater, c'est-à-dire que effectivement, il y a eu beaucoup d'ouvertures pour des possibilités de stages d'interne sur Grenoble, sur Saint-Étienne, sur Clermont, mais pas sur Lyon. Et ça ne concerne pas que la psychiatrie, ça concerne l'ensemble des pratiques médicales. Je crois qu'en même temps, il y avait des stages pour les anesthésistes, par exemple, internes, qui ont été retirés. Enfin bref, à Lyon, c'est un peu le bazar, c'est poussiéreux, c'est rétro, c'est bête. Voilà, et on peut que regretter, effectivement, ces mauvaises pratiques. Après, la psychiatrie libérale, donc, ouvre, comme vous l'avez vu, à plein de possibilités. Voilà. C'est vrai que nous, à l'URPS, on essaye de développer progressivement des pratiques. Par exemple, on fait l'expérimentation, donc EcoGPsy, qui est un travail de téléexpertise avec les médecins généralistes en disant qu'on ne verra pas les patients, mais on va faire comme des aides un peu au diagnostic, mais aussi peut-être à la pratique et à l'ouverture, effectivement, sur le sens du soin en psychiatrie. Et les médecins généralistes avec qui on travaille, ils sont particulièrement sensibles à cette activité. Et puis, dans les projets qui pourraient aussi concerner un jour les internes, on va faire des équipes de soins spécialisées dans toute la France qui seront éventuellement par discipline. Et là, il y aura des possibilités éventuellement que les psychiatres libéraux puissent toucher des revenus pour faire un peu ou des actions de santé publique ou des actions de formation, par exemple. Alors, formation pour des internes, ça pourrait... Donc là, il pourrait y avoir un grand regroupement de psychiatres et des possibilités pour des internes d'avoir des terrains de stage aussi, avec plein de possibilités de pratiques différentes. Donc ça offrirait une grande ouverture pour différents types de pratiques, puisque autant de médecins libéraux, autant de pratiques. Voilà. Et effectivement, ça a été dit, chacun apporte sa touche personnelle dans le contact avec le patient. Voilà. Et relativement librement. Donc, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui sera important, donc ces équipes de soins spécialisées. Bizarrement, nous, on est plutôt prêts à en faire une, mais toutes les régions où ça a été proposé, c'est plutôt des régions où il n'y a pas d'élus dans les URPS psychiatres. Comme quoi, on n'est pas trop pressé que ça fonctionne bien, mais en tout cas, on est motivé éventuellement pour faire de la périnatalité, pour travailler aussi avec les soins d'urgence éventuellement ou de crise. Enfin, il pourrait y avoir plein de possibilités comme ça qui pourraient ouvrir aussi sur des pratiques libérales qui iraient en s'élargissant. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie. Donc moi je suis Émilie Grèche, je suis installée, j'ai une pratique un peu particulière parce que j'interviens en hôpital de jour, mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Je voulais rappeler aux internes que s'il n'y a pas encore de terrain de stage chez les psychiatres libéraux à Lyon, ils ont tout à fait la possibilité de remplacer. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais de mon temps, ça fait un moment, on faisait des remplacements en clinique et même chez les médecins libéraux. Moi, j'avais eu l'occasion de remplacer 2 médecins libéraux
l'une qui avait fait un congé maternité et l'autre qui était tombée malade. Donc voilà, peut-être rappeler cette pratique que personne n'a mentionnée. Oui, d'autres questions? D'ailleurs, j'ai oublié, moi j'ai eu un remplaçant pendant 4 ans, Mathias Winter, qui était interne à l'époque. Oui. C'est très intéressant le remplacement en effet aussi, mais il y a la collaboration aussi qui protège beaucoup. Ça peut arriver après, parce que pour le coup, l'interne qui vient peut tout à fait commencer après. Et c'est ce qu'a fait, du coup, je pensais qu'il allait parler Léonard Romé, mais il a commencé à avoir des patients un jour par semaine, puis après il a augmenté, puis après il est parti avec la moitié de sa patientèle. Du coup, il était content. Et puis il a continué à faire l'autre moitié de la patientèle en s'installant. Du coup, c'était pas trop pour lui. Puis il avait un peu plus confiance comme un remplacement. Et Louise, c'est pas pareil. Elle fait 3 mois avec nous, puis après elle va en médecine légale. Donc voilà. Et du coup, elle s'installera après. Donc elle peut pas créer sa patientèle, mais en effet, ça c'est génial aussi. Les docteurs juniors les docteurs juniors en dernier semestre ou même avant, il y a quelque chose qui peut déjà se tester et tout ça, mais tout ça, ça s'organise. Parce que si nous, à la fin, on se retrouve avec 50 ou 100 patients, il faut pouvoir aussi les accueillir si l'interne part, donc tout ça, ça se discute. Et j'en profite aussi pour compléter sur le fait que les internes peuvent demander des stages, des semestres donc couplés mixtes. Par exemple, moi, c'est l'interne que j'accueille, c'est couplée mixte. Donc, elle est sur la victimo au CHU le reste du temps et après, un temps avec moi. Donc là aussi, il faut aussi vous sentir libre de pouvoir demander ça par le biais des associations d'internes. Bonjour, docteur Anne Dumont, je suis psychiatre en Saône-et-Loire et je suis là parce que j'ai aussi une activité à Lyon. J'accueille mon premier interne depuis cette dernière semaine. Il n'est pas là ce soir, il est en garde, puisque ce que je voulais ajouter ce soir, c'est qu'on a aussi la possibilité de signer des conventions avec le CHU pour que les internes puissent faire des gardes en même temps que le stage libéral. Donc même si ça peut être des fois un petit peu rébarbatif de se dire on perd un peu en salaire quand on est interne, le fait d'être en libéral, on a la possibilité quand même d'être sur le tour de garde du CH de référence, avec une convention qui est signée le jour du premier jour. Voilà. On va faire tout le tour de la région où il y a des stages, sauf à Lyon. Merci. J'en remets une petite couche. Si. J'ai pas de mérite d'avoir un interne cette fois-ci, depuis peu, parce que c'est les internes qui ont défendu le poste. Et que c'est les internes qui peuvent aussi avoir du poids auprès des ARS. Et il faut pouvoir diffuser beaucoup votre capacité à être MSU et la formation que vous allez bientôt réaliser tous. Parce que cette formation, déjà, elle est de très haute qualité à Lyon. Et j'ai eu beaucoup plus d'arguments pour me vendre aussi auprès des internes. Et j'ai organisé aussi avec l'internat notamment de Mâcon, puisque là je suis entourée de 3 internes mâconnais qui vont venir après un docteur junior dans un semestre et un autre semestre suivant, la possibilité de faire de la publicité. Donc il faut faire de la publicité. Oui, alors moi je veux juste intervenir sur l'histoire des internes à Lyon et dans les autres grandes villes de la région. Donc effectivement, c'est un combat permanent que l'on mène maintenant depuis 3 ans pour les spécialités médicales. Effectivement, l'ARS semble soutenir le projet de la formation des internes chez les libéraux pour les spécialistes, puisque avec la disparition du numerus clausus, on sait que dans les années qui viennent, il y aura beaucoup plus d'internes en formation. Donc il faudra trouver des terrains de stage, mais qu'effectivement, le noyau dur du blocage se situe au niveau des responsables
de formation, des DES. Mais pas que. Je crois que les doyens sur Lyon, il y a une crainte de la part des hôpitaux périphes, pas tellement des CHU, mais des hôpitaux périphes, de voir fuir les internes vers le libéral. Donc tout ça, il y a un petit peu une omerta là-dessus. Mais c'est pas grave, parce que moi, je suis pas du genre à me décourager comme ça. Donc je retourne voir les doyens lyonnais, je continue le travail. C'est vrai que si on peut avoir le soutien des internes dans cette démarche, ça nous aidera. L'URPS est en tout cas véritablement à fond sur l'ouverture des postes d'internes chez les médecins libéraux de ville. Voilà. Donc on en est là. On a besoin de tous. Si ça vous intéresse, on peut peut-être le faire par spécialité. On a quelques internes en pédiatrie. Il y en a peut-être aussi en psychiatrie, je ne sais pas. En tout cas, voilà, sachez que effectivement, les associations d'internes peuvent être aidantes. J'espère rencontrer aussi le président du SAIL, voilà, le syndicat autonome des internes de Lyon, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Je suis là, si. Je suis là si jamais vous voulez discuter après. Hein, Ah, vous êtes là? Oh, mais c'est super. Moi, j'ai bien fait de rester, alors. Ben voilà, ben super, ben on va boire un coup, on va discuter. Non, vraiment, voilà, c'est un combat. Moi, je n'ai pas d'a priori. Voilà, on est ouvert. Ici, c'est vraiment la maison de tous. Et on est là pour le bien du patient, pour la formation, pour l'enrichissement. Et on a besoin de tout le monde. Voilà. Donc, j'ai rien contre l'hôpital. Au contraire, je travaille avec. Pardon, bonsoir. Je suis le docteur Laville, donc moi je suis pédopsychiatre à Lyon et j'ai des internes dans le service à la clinique dans le privé depuis peu là, donc j'ai un docteur junior qui vient d'arriver. Alors je vous rejoins, c'est pas simple le dossier à monter, mais ça se monte. Moi je suis bien partisan pour en rediscuter parce que ça marche bien. Alors là nous on l'accueille sur 40% du temps et il y a un 60% qui est fait à l'HFME. Alors il y a quelque chose qui a été facilitant. Moi je me suis occupé des services d'urgence à l'HFME dans le service de Monsieur Fourneret et le double poste est avec du coup Monsieur Fourneret. Voilà. Non mais c'est sûr. Voilà, mais c'est une réalité. Mais je vous cache pas, je me permets, hein, excusez-moi, mais ça prend un peu de temps parce que nous, ça nous oblige aussi à se déplacer pour passer devant un jury qui est normal puisqu'on rencontre les responsables du DES, les responsables des internes, etc. pour bien expliquer qu'on est un poste où l'interne n'est pas là pour venir pallier à un manquement de médecins, mais vraiment en surplus, faut pas l'oublier. C'est un peu lourd en termes de dossiers, de paperasse ou autre. Mais ça se fait et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors là où je vous rejoins aussi, la question de l'omerta, quand même, je crois que la question du libéral est présentée de manière un peu particulière quand on est interne ou même PH, hein, c'est-à-dire que du coup moi j'étais PH pendant 10 ans, on voyait un peu le libéral comme une machine à fric, je me permets de le dire un peu comme ça. Non mais vous avez raison, c'est exactement ça. On en oublie quand même la lourdeur de travail qu'on peut avoir derrière. Aujourd'hui, donc je suis moi donc en libéral complètement, avec des conventions avec tous les centres hospitaliers. C'est pas simple non plus, parce que je suis passé dans la mauvaise case. Donc voilà, on peut se faire aussi énormément attaquer. Et les internes sont témoins de tout ça. Je crois qu'il faut pas l'oublier aussi. Et que les remplacements, ça aide pas du tout, parce que les remplacements, c'est aussi un peu, on va se le dire, pour arrondir les fins de mois, et on se fait de l'argent. Donc on voit pas tout le reste non plus du travail qui est fait en semaine. Ouais. Voilà, donc en tout cas, moi je suis bien partisan pour discuter. Mais c'est exactement ce que j'ai expliqué à Madame Burillon, le professeur Burillon, qui me disait, mais de toute façon, il remplace, on n'a pas besoin d'aller faire des stages. J'ai dit, mais on ne fait pas du tout la même chose quand on remplace que quand on accompagne, on fait du compagnonnage, etc. Après, je suis d'accord, on a probablement sur Lyon plus de difficultés. Et c'est une question de circuit, de communication, quoi. Il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de méconnaissances mutuelles. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut effectivement continuer de proche en proche. Je retourne voir un autre doyen au mois de décembre. Voilà. Mais on a besoin d'être tous ensemble. Et je suis d'accord aussi que certains libéraux n'ont peut-être pas été... alors dire d'être à la hauteur, je ne sais pas ce que je veux dire, il ne faut pas me prendre mal, mais en tout cas, il y a vraiment un besoin
d'enseignement. Voilà. Et je comprends aussi les responsables des DS qui ont besoin d'être assurés sur l'enseignement que peut apporter un libéral. Donc, je pense qu'on a chacun, de notre côté, une part du chemin à faire. Et mes confrères de l'URPS ne manqueront pas de faire leur part de chemin. Et on va continuer à travailler ensemble. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. L'argument aussi, il a été comme ça à Grenoble, pour le professeur Bougerolles que je suis allée voir, ça a été « Mais pourquoi voulez-vous qu'on envoie des internes alors qu'on n'en a pas assez ?» Je dis « Mais en fait, ils viendront. Ils viendront en libéral. C'est juste qu'en fait, ils viendront pas préparés. Et ils sont tous... Il y en a beaucoup qui sont en burn-out à l'hôpital, des jeunes médecins. Ouais. En tout cas, à Grenoble, nous, dans l'année où j'étais, l'année avant que j'arrive, il y avait 40 médecins qui étaient partis de l'hôpital. Puis ma génération, on est tous partis en 1 à 4 ans. Ouais. Et ça, ils le savaient très bien. Ouais. Et du coup, je dis, en fait, c'est juste qu'on va s'occuper de quelque chose qui existe déjà. Ça évite que... Et puis, s'il faut, les internes, ça va pas leur plaire, hein. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je dis aussi. Pas, ça me va pas. Je dis, voilà, en fait, c'est un monde, on fait le même métier, mais on l'exerce de manière très différente. Donc, il faut que les gens s'acculturent à ça, parce que le pire de tout, c'est que tout le monde ne pourra pas rester à l'hôpital, et il ne faut pas prendre ça par dépit, parce que sinon, c'est une catastrophe. Et puis, il y en a plein qui se font... voilà, vous avez parlé de l'URSSAF, de la CARM, de machin, tout ça, ça ne s'invente pas. Alors, c'est vrai qu'ici, à l'URPS, on a... donc avec le projet de création du forum, de la tenue d'un forum de l'installation, le fait d'acculturer tous les jeunes en formation à ce monde libéral, ça plaît pas, on prend pas. Nous, on est convaincus, donc on est voilà. Mais on peut aussi avoir conscience que ça ne peut ne pas correspondre à ce que l'on cherche. Cela dit, on ne peut pas le méconnaître. Et moi, c'est cette méconnaissance systématique qui me dérange. Voilà, c'est tout. Ok, merci. Je voudrais partager 2 points. Un, j'accueille depuis 3 ans des internes en médecine. Ok. J'accueille depuis 3 ans des internes en médecine générale et en médecine du travail dans mon hôpital de jour. Et c'est une demande qui est venue d'eux et je n'ai absolument fait aucune démarche pour que ce stage ouvre. Ça a été complètement porté par les internes et ça fonctionne. Ça a fonctionné. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'internes ici. Si vous avez envie de venir en libéral, portez-le. Ça fonctionne quand ça vient de vous, quand la demande est clairement exprimée de la part des internes, ça fonctionne. Et une deuxième chose qui n'a pas été dite, c'est que c'est pas forcément, et je pense que Romain pourra aller dans ce sens-là aussi, c'est qu'une pratique libérale qui peut être aussi hospitalière et pas forcément l'abandon d'une psychiatrie aussi institutionnelle et de lien avec des équipes. Et il y a cet abandon-là, mais pas forcément... on n'est pas obligé non plus de continuer d'aller un jour par semaine à l'hôpital pour vivre ce genre de pratique. On trouve aussi des pratiques d'équipe et des pratiques institutionnelles très riches en libéral. Voilà, c'est ce que je voulais compléter. Ça va. Merci. D'autres questions? Du coup, Arnaud, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Arnaud Ducoudray, donc je suis interne en psychiatrie et président du SAIHL, donc le syndicat des internes de Lyon. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, effectivement, insister sur le fait que dans les prochaines années, donc on a des promotions d'internes qui vont augmenter jusqu'à 50% dans les 7 prochaines années. Donc tout ça pour vous expliquer qu'effectivement, le nombre de terrains de stage va devoir mathématiquement augmenter drastiquement. Donc je vous encourage vraiment les uns les autres à devenir MSU et à présenter vos dossiers pour obtenir des agréments de stage pour pouvoir recevoir des internes, parce qu'il y a un moment, dans 2-3 ans, on va arriver, il va falloir être préparé parce qu'on va avoir beaucoup trop d'internes par rapport au nombre de terrains de stage. Alors peut-être un petit peu moins en psychiatrie que dans d'autres spécialités médicales. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, pour rebondir sur ce que vous avez dit, effectivement, on parle des internes de psychiatrie. Je pense qu'il faut aussi penser aux internes de médecine générale qui, je pense, pour beaucoup, auraient intérêt à venir en stage en libéral, en psychiatrie, parce qu'on sait que ça peut être très intéressant pour leur pratique déjà, qu'il y a eu la 4e année de médecine générale qui a été mise en place et que donc maintenant, ils ont plus de stages à faire pendant leur internat et qu'on les encourage justement à faire des stages en psychiatrie, mais nous, on n'a pas assez de stages sur le CHU pour les accueillir, alors qu'on trouve super dommage que les internes de médecine générale puissent pas se former en psychiatrie. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant aussi d'investir et d'aller chercher les internes de médecine générale. Ah, merci, avec 2 minutes d'avance, nous allons au buffet alors, pour continuer.